venez, si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 17 novembre 2022 à Kinshasa, les notables de la province de l'Équateur ont par la voix de leur porte-parole, Albert Bombito, répondu favorablement à l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, contre les agresseurs et leurs suppôts. Il en appelle également au respect du pacte républicain à travers la représentation équilibrée et dosée de toutes les provinces dans les institutions de l'État. Jean-Roman Smokolo était là pour le compte de Canal Congo Télévision. Sous la houlette de leur porte-parole, Albert Bombito, les notables de la province de l'Équateur saluent le dernier appel à la mobilisation lancé récemment par le chef de l'État afin de barrer la route aux terroristes du M23 et à leurs commanditaires. Nous, notables de la province de l'Équateur, chef-lieu Mbandaka, encore une fois réunis au nom de nos populations, au sein de nos associations et partis respectifs, avons décidé unanimement de faire la présente déclaration pour lancer un appel patriotique à l'ensemble de la communauté congolaise autour des menaces de balkanisation et de division de notre pays orchestrées par le M23 soutenu par le Rwanda. En effet, depuis déjà plusieurs mois, nous observons avec regret l'évolution dramatique des velléités expansionnistes de certains pays voisins et des violences subséquentes, voire des tueries de masse perpétrées contre nos populations dans la partie est de notre territoire. La situation au nord Kivu et en Ituri interpelle la conscience collective des Congolais et au-delà renvoie chaque institution et chaque citoyen face à ses responsabilités. Plus récemment, non loin de Kinshasa, des conflits fonciers entre des tribus Teke et Yaka ont donné lieu à d'autres phénomènes de violence, voire de déplacement des populations de leur milieu traditionnel vers de nouveaux centres avec d'autres risques de débordement. À la veille d'un processus électoral nouveau, de telles violences doivent être estompées pour permettre la paix, la tranquillité, préalable indispensable à des élections apaisées et crédibles. C'est pourquoi nous saluons le dernier discours du chef de l'État et son appel à la mobilisation de notre jeunesse pour barrer la route à tous les mouvements terroristes, rebelles et à leurs commanditaires. Je voudrais en profiter ici pour dire combien, n'est-ce pas, donc, nous soutenons nos forces armées et combien nous prions pour que ces forces armées sortent encore une fois victorieuses. Je voudrais également en profiter pour demander à la jeunesse équatorienne de s'enrôler massivement pour venir dresser leur front et défendre, n'est-ce pas, l'intégrité de notre territoire. Par ailleurs, les notables de l'Équateur en appellent au respect du pacte républicain qui stipule une représentation équilibrée et dosée de toutes les provinces au sein des institutions de la République. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo avec le plan de sortie de crise proposé par le président français Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Ce plan consiste entre autres au retrait immédiat des éléments terroristes M23 sur le sol congolais. Suivez cet extrait choisi pour vous par John Moukadi. Ensuite, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible, engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes,
mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, les M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Rendons-nous en Ituri où le porte-parole militaire des opérations militaires appelle les groupes armés à caractère communautaire à déposer les armes avant de subir la puissance de fait de l'armée. Jules Ngongo l'a dit après la contre-attaque des FARDC contre les miliciens FPIC à Petro vers les villages Sona dans la chefferie Baema Irumu. Suivez. À cette période de la mobilisation générale, appel lancé par le commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo, nous, le peuple iturien, nous profitons de l'occasion à interpeller tous les miliciens à caractère communautaire à la reprise de la conscience collective et de ne pas confondre l'ennemi. De ne pas se tromper de l'ennemi en ces moments ici. En ces moments ici, notre ennemi commun, ce sont les ADF et les M23 soutenus par le Rwanda. Notre ennemi, ce n'est pas Moema, ni Moulendu, ni Moulese, ou Moubira, ou Mumbute, ou Munande. Notre ennemi commun en cette période, ce sont les ADF et les M23. Et que nous devons les combattre en âme et conscience pour que la paix soit une réalité contre toute forme d'agression. Ce n'est pas nous-mêmes de s'entretuer. Alors, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, qui a toujours appelé la population iturienne, le milicien communautaire, à cultiver l'éducation à la paix, d'intérioriser l'éducation à la paix. La paix est à ses prix. Des réactions après le passage en République démocratique du Congo d'Ohuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Prince Epenge, cadre de la plateforme politique Lamuka, désapprouve la démarche entreprise par Uhuru. En croire le président de l'ADD Congo, c'est pour parler avec les groupes armés rebelles est un complot de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo. Prince Epenge a été joint au téléphone par Maxime Makab. Tourisme de villégiature au séjour de villégiature de Uhuru Kenyatta au Congo. Uhuru Kenyatta est venu au Congo pour faire du tourisme. Il faut que les Congolais puissent faire de l'histoire leur allié privilégié. Le Kenya est le siège, abrite le siège du lobbying ou de l'empire Tutsi-Ema. Jamais le Kenya ne combattra le Rwanda. Jamais le Rwanda ne combattra l'Ouganda. Jamais l'Ouganda ne combattra la Tanzanie. Quand il s'agit de piller le Congo, tous ces pays-là se mettront sur les mêmes longueurs d'onde. Il n'y a aucune contradiction entre le Kenya et le Rwanda, entre le Rwanda et l'Ouganda. Tous sont des frères Tutsi, tous sont des Nilotiques. Quand il s'agit de piller le Congo, déstabiliser le Congo, installer les dirigeants illégitimes au Congo pour qu'ils puissent en profiter, ils se mettent d'accord. Uhuru Kenyatta vient au Congo, il consulte les acteurs politiques congolais comme s'il était devenu le vice-président de la République. Il va à Goma et entre-temps, sur le terrain, les M23 continuent à faire la loi. En réalité, les dialogues, soi-disant, de Nairobi, n'est là que pour flouer les Congolais. Uhuru Kenyatta est venu au Congo, en réalité, ces Congolais a accepté que le gouvernement négocie avec les M23. Uhuru Kenyatta roule pour le Rwanda, roule pour le M23. Donc, ce que Uhuru Kenyatta a de faire là,
c'est pour obtenir un cessez-le-feu, pour avoir un accalmie. Et les Congolais, comme les Congolais oublient vite, comme les Congolais se comportent en émotionnel, et ils vont applaudir, mais en réalité c'est juste pour passer les élections. Et après les élections, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, les Éthiopiens qui sont la même communauté Matuti vont continuer à nous déstabiliser. Et ça, nous devons dénoncer. Plusieurs voix s'élèvent pour motiver l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne en poste à Kinshasa. Maître Richard Bondo, acteur de la société civile, adhère à cette démarche. Pour cet avocat de renom, l'Union européenne a menti les Congolais sur la question de l'embargo sur l'achat des armes par la République démocratique du Congo. Maître Richard Bondo est au micro de Fiston Galé. Quête de la société civile. Parce que notre pays est menacé, nous ne pouvons pas, en tant que membres de cette communauté internationale, parce que nous appartenons aux Nations Unies, nous sommes membres des Nations Unies, c'est-à-dire membres des nations civilisées. Et la civilisation s'entend humaine. Où on extermine les Congolais à l'Est. L'Union européenne ment aux Congolais qu'ils ne sont pas sous embargo. Mais les Congolais découvrent que leurs armes sont interdites d'accès sur le territoire national pour se défendre contre l'agression rwandaise et ougandaise. Les Congolais ont le droit de s'indigner et de réclamer à leurs autorités l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne. Parce que ce monsieur se moque des Congolais. Il s'agit d'une moquerie diplomatique que ne pouvaient que désapprouver les Congolais. Et cet ambassadeur de l'Union européenne doit nécessairement, non, impérativement, être expulsé comme on l'a fait avec l'ambassadeur rwandais Karega et bientôt l'ambassadeur burundais. C'est sur l'ambassadeur ougandais. Notez que des troubles ont été signalés ce jeudi 17 novembre 2022 à la permanence de l'UDPS. La police a tiré quelques coups de feu pour maîtriser les manifestants anti-Kabouya. Selon les informations recueillies, certains membres du parti présidentiel réclamaient le départ d'Augustin Kabouya de la tête du parti parce que ne se retrouvant pas dans les dernières nominations dans les entreprises publiques. Nous y reviendrons. Et en Égypte, en marge de la COP27, dite la COP de la mise en œuvre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a procédé mercredi au lancement officiel de la réunion de présentation des premiers résultats du hub régional pour la transparence de l'action climatique pour les pays de l'Afrique centrale. Maya Yamate Doudou-Montiri nous en parle dans ce reportage. Cette réunion de présentation des premiers résultats du hub régional pour la transparence de l'action climatique pour les pays d'Afrique centrale est une première initiative du genre au niveau mondial, née de la volonté de la CEACE, dont la mise sur pied a confirmé le leadership de la sous-région sur les questions liées à l'environnement et au climat. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans ces beaux pavillons de la Commission climat du bassin du Congo, à marge des travaux de la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, connue sous l'acronyme des COP, et la mise en œuvre. En effet, après l'adoption des directives visant la pleine opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat, l'heure est dorénavant à des actions de plus en plus ambitieuses, pertinentes, afin de sauver notre
planète en détresse. L'extrait du discours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la CAC que nous avons suivi, est suffisamment clair. Le hub régional pour la transparence de l'action climatique dont il est question est une première initiative de cette nature au niveau mondial, née de la volonté de la Commission de notre instrument intégrateur qui est la CRC et largement soutenue aujourd'hui par nos chefs d'État et des gouvernements. Cette réunion de tous les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, accompagnée du partenaire technique et financier, l'INOPS, a établi non seulement les états des lieux relatifs de la transparence climatique dans la région, mais aussi d'apprendre sur l'état des cadres nationaux des contributions déterminées à l'échelle nationale des pays de la sous-région. Occasion pour la représentante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC, de présenter le vœu de voir cette initiative passer d'un simple projet à un véritable programme sous-régional visant entre autres le renforcement des capacités des États de la région, des programmes et des agents d'exécution dans ce secteur, le monde scientifique, le secteur privé engagé dans l'économie verte, les secteurs publics et aussi. De son côté, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention prend part à la 6e conférence internationale sur la planification familiale en Thaïlande. À cette occasion, Jean-Jacques Mbungani a partagé les meilleures pratiques, célébré les succès et tracé la voie à suivre quant à une bonne planification familiale. Suivons l'extrait du discours de Jean-Jacques Mbungani choisi par Maxime Makab. La planification familiale est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que pour notre président, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La planification familiale est portée par le plan stratégique national, qui est aligné au plan national du développement sanitaire en vue d'accroître la prévalence contraceptive moderne à 30% d'ici 2030. Elle fait partie intégrante du paquet des soins de la couverture santé universelle. Ce plan met aussi un accent particulier sur l'augmentation à l'accès aux adolescents et jeunes au service de la planification familiale. Pour en assurer le financement durable, le gouvernement en RDC a ouvert une ligne de crédit dans la loi de finances de chaque année, et cela depuis 2015. L'engagement pris par notre gouvernement est de décaisser chaque année au moins 5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Planification familiale. On prévoit un crédit de 7,5 millions de dollars pour l'achat des contraceptifs, afin de réduire les ruptures des stocks à tous les niveaux, en dépit du contexte particulier de la RDC, marqué par une guerre qui lui est lâchement imposée à l'est de la République. Bien que le gouvernement prévoit de dépenser au moins 5 millions pour l'achat des contraceptifs, ce qui fait d'ailleurs de lui un des pays modèles en matière de financement domestique pour la planification familiale, mais le gap reste encore important. D'où la nécessité de renforcer le partenariat stratégique pour atteindre notre but. Sachez que l'association culturelle Kiagandaïra du territoire d'Irumu en Ituri annonce une grève sèche illimitée dès ce jeudi 17 novembre 2022. Moindo Kiimba John, président territorial de cette association regroupant le peuple nandais, l'a fait savoir dans une déclaration tenue à Kamanda à travers cette correspondance. Suivez.
Depuis des tueries de 13 civils de la communauté Ira à la date du 13 octobre 2022 à Massome, plusieurs de nos compatriotes Ira sont portés disparus, dont leurs corps seront retrouvés après être exécutés, tués, massacrés par une milice bien connue, dite Siniatuna. Nous, association culturelle Kianda Ira, appelons 1. Tumu Ira à stopper toutes ces activités, donc déclarons une ville morte sur toute l'étendue du territoire d'Irum. 2. Nos activités seront ouvertes les jours où les enquêtes seront menées par les services de sécurité. 3. Délasser les opérations militaires de grandes envergures pour neutraliser définitivement cette milice dite Siniatuna qui s'attaque aux populations Ira. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.